6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le ciel syrien est décidément de plus en plus encombré avec les avions de la coalition, les avions russes, les hélicoptères du régime de Bachar el-Assad, à tel point que pour être franc, on n'y comprend plus grand-chose. Et il y a un tweet que nous a envoyé Anaël avec le hashtag un matin qui résume assez bien la situation. Qui fait quoi en Syrie? Bonjour Thomas Gomard. Bonjour. C'est vous qui allez avoir la charge ce matin de nous éclairer. Vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que les Russes ont commencé à bombarder la Syrie. Font-ils là-bas la même guerre que nous? Non. Même s'ils souhaiteraient que, en fait, il y ait une sorte d'alliance de tout le monde contre l'État islamique, en réalité, l'intervention russe de plus en plus appuyée accentue ce qu'on appelle dans le jargon des militaires le brouillard de la guerre, puisqu'effectivement, comme le souligne un de vos auditeurs, c'est de plus en plus difficile de comprendre les objectifs et les moyens mis en œuvre par les différents protagonistes sur le conflit syrien. On a l'impression qu'il y a de l'enfumage de part et d'autre, qu'il y a de la propagande partout. Les Américains disent la priorité des Russes, c'est pas de cibler Daesh. Alors, quoi, qui dit vrai en fait? Vous savez, la guerre, c'est un phénomène extrêmement complexe. Et il y a non seulement l'aspect sur le terrain, les frappes, dont on a du mal à apprécier la portée, mais il y a surtout aussi la guerre d'information à laquelle se livrent les différents protagonistes pour que la perception des enjeux, la manière dont nous lisons les enjeux, soit influencée d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez comme ça un chevauchement de différents niveaux qui explique la complexité dans laquelle nous sommes et la difficulté que nous avons à voir précisément ce qui se passe et à comprendre politiquement ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on sait en gros, c'est qu'on ne sait rien, parce qu'en fait on est très passif par rapport aux informations qu'on veut bien nous donner du côté des Russes, du côté des Américains, du côté des Français. Oui, enfin, dans un conflit, vous avez toujours un jeu mis en œuvre pour occulter, orienter le jugement. En revanche, ce qu'on sait de manière sûre, c'est qu'il y a eu cette intervention russe depuis une semaine, qui revêt en fait un double aspect. Il y a l'aspect des frappes aériennes, qui avaient été d'abord préparées par des déploiements de troupes, et puis surtout, la grande rupture, à mon sens, c'est le tir de missiles de croisière à partir de la mer Caspienne. Ça, c'est une rupture stratégique majeure, parce que ça veut dire que depuis la Caspienne, maintenant, la Russie et du coup les autres pays limitrophes à terme pourront mener des opérations sur le Moyen-Orient, et surtout la marine russe a mis en œuvre des systèmes d'armes très modernes et envoie ils testent de nouveaux missiles d'ailleurs là en ce moment. Oui, enfin ils ont fait un tir de 26 missiles apparemment, mais c'est tout à fait décisif, parce qu'au fond la marine russe est aujourd'hui la troisième marine à pouvoir faire ça après la US Navy et la Royal Navy, c'est-à-dire à tirer des missiles de croisière en opération. Et donc c'est au-delà, si vous voulez, du théâtre syrien, il y a un message qui est délivré aux Européens. De façon de dire, nous, on est très fort aussi, c'est ça. Et nous, on est aussi très puissants. Et puis, dans le retour de puissance de la Russie, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine a pris le pouvoir après un drame naval qui était la perte du Kursk, ce sous-marin nucléaire, au début, en 2000. Et donc, si vous voulez, la remontée en puissance de l'armée russe est aujourd'hui symbolisée par cette capacité à tirer des missiles de croisière. On a une illustration très concrète de ce flou dans lequel on navigue, c'est que hier soir, les Américains ont dit « Ah, les Russes ont tiré 4 missiles qui ont atterri en Iran ». Ce matin ou cette nuit, les Russes ont dit non, c'est pas vrai du tout. On peut le vérifier ou pas, ça? De toute manière, depuis plusieurs semaines, dans un jeu de démenti en permanence. C'est-à-dire que le but du jeu est essayer, aux yeux de l'opinion et aux yeux de sa propre opinion, d'apparaître, et c'est un objectif très fort aussi bien à Washington comme à Moscou, dans une moindre mesure d'ailleurs à Paris, d'apparaître comme un élément, je dirais, central dans le conflit en Syrien. Et est-ce qu'on sait si les Russes ont entamé une guerre au sol ? Ils ont déjà une présence au sol qui s'est renforcée de fait, parce que pour déployer les avions, il y a à peu près une trentaine d'avions qui ont été déployés. Vous avez besoin de troupes d'appui, à la fois pour mettre en œuvre ces avions et puis également pour protéger les sites. Donc il y a eu une augmentation du nombre de militaires russes présents en Syrie, même s'il y en avait déjà dans le cadre de toute la coopération militaire qui existe entre la Syrie et la Russie depuis des années. La question maintenant, c'est effectivement, est-ce que ça peut aller au-delà avec des troupes de combat, si vous voulez, qui iraient directement au contact avec Daesh et les autres groupes, puisqu'au fond la grande différence aussi entre les Russes et la coalition anti-Daesh, c'est que les Russes frappent d'autres troupes que l'État islamique. Ça on en est à peu près sûr. Il y avait hier soir dans le 20h de France 2 une superposition de cartes très intéressante, avec d'un côté les zones de la Syrie plutôt à l'ouest où se trouvent les opposants à Bachar el-Assad, et plutôt à l'est les zones tenues par Daesh. Et là on voit bien qu'a priori, et ça les satellites permettent de voir quand même où les uns et les autres tapent,
les Russes ne frappent pas Daesh, ou pas majoritairement Daesh. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est effectivement ce qu'on lit de manière la plus large, c'est effectivement... Mais le point, si vous voulez, politique le plus important, il est dans la cohérence, à mon avis, de l'action russe. C'est-à-dire que pour la Russie, depuis le départ, il faut frapper ceux qui menacent Bachar el-Assad. Et donc que ce soit Daesh ou que ce soit les autres groupes islamistes ou l'armée syrienne, c'est protéger Bachar. C'est ça. Bon, et nous sommes dans quelque chose de complètement renversé, nous Français, c'est qu'en 2013, nous voulions frapper Bachar et qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans le conflit en frappant l'État islamique qui lui-même combat Bachar. D'où la complexité de notre situation. Mais la Russie, quant à elle, si vous voulez, ne distingue pas, comme nous le faisons, une sorte de troisième force. Pour elle, au fond, le conflit se résume à, pour aller vite, Bachar contre les islamistes. Et donc ça donne une approche, si vous voulez, beaucoup plus binaire que l'approche des Occidentaux. Et nos frappes à nous, il y a une dizaine de jours, on disait, et Jean-Yves Le Drian annonçait qu'on avait tapé des zones stratégiques de Daesh. Depuis, on n'entend plus parler de bombardement français. C'était un coup pour marquer les esprits, c'est tout ? Pour marquer les esprits, sans aucun doute, pour avoir une sorte de retour aussi d'influence politique, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au cours de l'été, ce sont des discussions très, très étroites entre la Russie et Washington notamment. Dans le cadre français, il y a eu une décision prise par le président de la République en septembre d'élargir ce qu'on appelle l'opération Chamal, qui consistait à participer à la coalition pour des frappes en Irak et d'étendre ces frappes en Syrie. Sauf que vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain, puisque vous avez besoin de faire de la reconnaissance, etc. Et donc, effectivement, le nombre de frappes traitées par les forces françaises n'est pas du même ordre que celui traité par les forces russes. En tout cas, il n'a pas eu de nouvelles depuis la semaine dernière, a priori en Syrie. En tout cas, on ne le sait pas. En tout cas, pas officiellement. Mais on posera la question tout à l'heure à Jean-Yves Le Drian, qui sera à 8h20, le ministre de la Défense, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Merci Thomas Gomard d'être venu nous aider à mieux comprendre tout ça. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci, bonne journée.